Bonjour, mesdames et messieurs, sans plus attendre, merci d'accueillir Audrey Estrugo. C'est hyper bien fait. Et à ce stade du festival, qu'on soit encore capable de faire ça, je peux vous dire que bravo. Hein. Merci à tous d'être là. Je me souviens de Masterclass où on était 3, hein, donc c'est très très plaisant. Et c'est très très plaisant que vous veniez pour découvrir voilà, des films, et notamment ce film qu'on n'a pas eu l'occasion de montrer. C'était celui de Thierry Lhermitte dans Les Ripoux. Voilà. Je me suis dit, voilà, on se dit toujours quelle forme. Attends, je vais le prendre. Mais si, parce que tu vas parler plus que moi. C'est un peu le principe de la masterclass. Et voilà, c'est ça. Je me suis dit, je me dis à chaque fois quelle forme on peut donner à ça. Alors on appelle ça masterclass parce que c'est un nom générique qui plaît aux gens. On ne sait pas d'où ça vient. Et ça agace Chabi depuis une semaine, le petit grésillement là. Mais sinon, se passe le micro. Oh, sinon, se passe le micro, dis donc. Pas bête. Si, c'est celui-là. Ah, c'est sûr, c'est lui, hein. On l'a reconnu. Voilà, on ne sait jamais quelle forme vraiment on peut donner à ça. Et ça peut être celle de, je ne sais pas, la chronologie, des choses comme ça. Et là, je me suis dit qu'en fait, c'était presque un album de souvenirs qu'on allait feuilleter. Parce que on a pas mal de souvenirs communs. Je suis très attaché à son cinéma et à la personne. Et je me suis dit que c'était peut-être ça qu'on pouvait feuilleter avec vous aujourd'hui, puisque en fait, je suis très attaché aussi à la notion de famille de cinéma lusienne, et qu'on en fait tous partie, tant vous qui êtes sur les fauteuils rouges que nous qui sommes sur les fauteuils gris. Donc, autant dire qu'on est entre nous et que c'est chouette de feuilleter cet album-là. Et tous les albums commencent par une photo de naissance. Alors, on va chercher à savoir, toi, qu'est-ce qui t'a amené, de l'adolescente que tu étais, comme les adolescents qu'on a pu voir dans Regarde-moi, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cinéma? Bonjour déjà. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du cinéma? C'est très bizarre parce que, contrairement à plein de réalisateurs, je peux vraiment pas dire ah, toute petite, je voulais, on m'a offert une caméra, j'ai filmé toute ma famille, tout ça. Pas du tout. Moi, je viens même plutôt d'un milieu. Alors, mon père est musicien, donc j'ai eu l'exemple de ce que pouvait être la vie d'un artiste, même contrarié, parce que c'est pas non plus. Buddy Rich, il est batteur, donc c'est pour ça que je prends cette référence. Mais voilà, je sais ce que ça peut être quelqu'un qui vit avant tout pour sa passion plus que pour le reste, puisque c'est le cas de mon père. Mais j'ai pas, voilà, vraiment, je peux pas dire que je me suis toujours sentie l'âme d'une réalisatrice ou d'une réalisatrice en devenir quand j'étais plus jeune. Par contre, j'ai toujours aimé, je crois qu'avant d'être cinéaste, je suis cinéphile, j'ai toujours aimé aller au cinéma. Avant de regarder des films, c'est vraiment aller au cinéma, me retrouver dans une salle de cinéma, partager un moment comme ça, à la fois tellement seul et entouré de monde, etc. C'est une expérience incroyable, je trouve, de partage. Comme voilà, il y en a 2 dans le monde, hein, il y a ça et aller dans un stade de foot, pardon, mais c'est la vérité, la communion avec les gens, voilà. Mais non, mais c'est vrai, moi c'est le partage de manière générale, c'est quelque chose que je trouve assez fondamental dans la vie. Et donc j'ai aimé aller au ciné. J'ai aussi une vie personnelle qui fait que voir des films, ça m'a éduquée, ça m'a instruite, ça m'a donné des repères dans la vie que j'ai beaucoup perdus en grandissant, enfin en tout cas qui étaient assez trop flous pour être fiables. Et donc regarde-moi, parce que oui, je l'ai écrit jeune, je l'ai écrit je sais pas, à 19 ans. Là, j'ai su que je voulais faire du cinéma, mais ce que je savais surtout, c'est que je savais pas si j'en ferais, mais ce que je savais, c'est que je n'avais pas les moyens de faire une formation de cinéma. Les écoles publiques, on demande, pour rentrer à la FEMIS, il faut avoir un bac+2. Moi, à 18 ans, il fallait que je travaille et que je paye mon loyer. Donc, en fait, je n'ai même pas eu ce luxe-là de pouvoir me dire j'ai 2 années étudiante, puis après, je tente le concours. Et puis après, peut-être que dans 5 ans, je suis diplômée et que j'ai le droit de faire des films. En tout cas, je serais légitime à faire cette fonction. La vie ne m'a pas donné ces cartes-là. Donc, j'avais pas ces moyens-là. Et donc, encore moins de faire une école privée, évidemment.
Donc, mais pourtant, j'étais habitée par ce sentiment ultra... Enfin, c'était vital, c'était ça ou mourir, de raconter une histoire, cette histoire. Alors, Regarde-moi, évidemment, comme un tout premier film, est très, 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 très proche de moi. Voilà, j'ai grandi donc... pour ceux, un peu ceux qui arrivent à faire le lien avec hier soir, on a compris, dans le 93, etc., en quartier. Mais moi, ce qui m'a toujours saisi, c'était les rapports ultra violents et complexes avec mes camarades de filles, bien plus qu'avec les mecs. Et en fait, j'ai eu envie de raconter cette histoire. J'ai eu envie de raconter, de montrer ce versant-là. Aujourd'hui, c'est un film qui serait très à la mode, limite. Mais moi, je l'ai fait il y a 15 ans, 13 ans, 15 ans, je sais plus, 2006. Et du coup, 15 ans, voilà. Donc j'avais 23 ans. Et en fait, il fallait que je montre ça parce que, je sais pas, c'était plus fort que moi. Ça me bouffait de l'intérieur. C'est assez inexplicable, en fait. C'est terrible. J'ai l'impression de ne pas être capable de répondre à ta question. Mais qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du cinéma ? En fait, je pense que j'ai d'abord eu envie de faire Regarde-moi. Et Regarde-moi m'a donné envie de continuer à faire des films. C'est plutôt comme ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de court-métrage, il n'y a pas eu de choses comme ça avant ? En fait, la force des choses, Regarde-moi, donc je l'ai écrit à 19 ans et puis j'ai vraiment fait comment on écrit un scénario. Il n'y avait pas Internet, hein, donc je suis allée dans des bibliothèques, il y avait des manuels, là, le manuel des livres, tout à fait. Et juste pour regarder à quoi ça ressemblait, est-ce qu'il y avait des méthodes, j'ai compris qu'en fait, il y a 1000 méthodes, donc... je me suis un peu, vraiment autodidacte, je me suis fait la mienne. Je me suis dit, ok, il faut faire intérieur, extérieur, jour, nuit, machin. Ça, j'ai capté. Les dialogues, j'ai capté. Voilà, ça doit ressembler, en tout cas, physiquement, ça doit ressembler à tel objet. Voilà. Donc, je me suis gardé ça en ligne de vraiment objectif, écrire un truc qui ressemble à un scénario. Et après, c'était quoi ta question ? Pas de court-métrage. Et donc après, j'ai été chercher les boîtes de production. À l'époque, Botin, page jaune pour les sociétés. Voilà. Page jaune, société de production, et appelé. Mais truc débile, hein, qu'aujourd'hui je déconseillerais à n'importe quel réalisateur de faire parce que on ne t'écoute pas. Et effectivement, j'avais des secrétaires de prod ou juste des standardistes qui me disaient oui, bah envoyez, bah envoyez. Et puis il se passait rien. Donc après, j'ai dit, je vais pas envoyer, je vais y aller. Et le nombre de fois où on m'a dit « Mais tu veux pas aller à l'école ? Tu veux pas faire un court-métrage, montrer ce que tu sais faire et après revenir ?» Donc là, je me suis dit « Ok, il va falloir que je fasse quelque chose. » Et donc comme, maintenant vous avez vu le film, je spoil rien comme le film est en double point de vue, je me suis dit je vais prendre une scène des filles, une scène des garçons pour montrer le concept du film et puis je vais le tourner. Mais moi, je sais même pas comment on tourne. Aujourd'hui, on pourrait dire « Prends un téléphone et fais-le », mais à l'époque, il n'y avait pas. Là, vous l'avez vu en DVD parce que c'était un film en pellicule. Donc, c'est encore le monde des dinosaures par rapport à aujourd'hui. Et j'étais à cette époque-là ouvreuse dans un cinéma. Et en fait, l'avantage d'être là, c'est que la plupart des jeunes qui bossent dans les cinémas sont étudiants en cinéma. Donc d'un coup, j'ai commencé à questionner tout le monde. Toi, t'as dit que tu voulais faire quoi ? Moi, j'aimerais être monteur. Ok, toi, je te prends. Toi, t'as dit que tu voulais... Voilà. Et j'ai un peu, comme ça... fait une équipe et me manquait quand même le crucial. Enfin, deux choses évidemment. Des comédiens, ça c'est le deuxième truc. Mais le premier truc, c'est qu'il n'y avait pas personne qui voulait faire chef opérateur, caméra, ou trouver une caméra, etc. Non, parce qu'il y avait les grosses, ça s'appelait des PPD 150 à l'époque, là, des caméras numériques pas très maniables, mais qui existaient avec des cassettes. Donc, c'était amateur, quoi. Du coup, je demande, enfin, je me retrouve à être en contact avec la petite sœur de Djalil Lesper, qui devait faire du casting figuration pour le court-métrage de son frère, le premier court-métrage de son frère. Elle me dit, viens, il y a une chef-op, tu lui parleras. Ok, j'y vais. Je regarde la fille et tout, donc moi je vais la voir, je dis hey, tu veux pas faire après un court-métrage machin. Elle a dû se dire oh là, qu'est-ce que c'est que ça.
Elle me dit moi non, puis elle refile la patate chaude. Elle dit bah appelle ma pote machin. En plus elle a une caméra, donc la fille, la pauvre, je l'appelle, je la harcèle, je finis par la rencontrer. Et la fille me dit bah ok, allez si tu veux, je le fais ton truc. Mais c'est improbable tout ce que je raconte parce que j'ai jamais re-regardé ma vie un peu comme ça avec le prisme d'aujourd'hui. Mais la fille me dit alors bon bah visiblement avec ce que tu voudrais faire, ce serait bien qu'on ait des rails de travelling. De quoi elle me parle? Je me dis des rails de travelling. Elle me dit oui, bah tu va chez le loueur là. Moi j'arrive mais comme si j'allais au Monoprix en fait. Je vais chez TSF et je dis bonjour, je veux des rails de travelling et on me fait des pardon mais qui êtes-vous? Vous avez une société? Bah non. Parce qu'il nous faut un chèque de caution. Moi je sors mon chéquier La Poste, truc étudiant un peu. Ok, bah je peux vous faire un chèque de caution. Les mecs ils me disent mais qu'est-ce que c'est que ce d'où? Bon, bah, je suis quand même repartie. Je dis, mais non, mais je vais les prendre. Et vous allez, parce qu'ils me filent les vieux rails tout pourris en plus. Enfin, vous allez les prendre et pas repartir avec. Moi, si, y a pas de problème. Donc le mec me les met comme ça sur le bras. Je pars un peu. C'est quand même hyper lourd. Il me dit, mais non, vous pouvez pas repartir avec. Ah ouais, je peux pas repartir avec. Bah, je vais revenir avec des poteaux et on va. Le mec, il nous voit arriver avec 15 gars. Non, mais on va les porter, pas de problème. Enfin, voilà. Ça, c'était. L'entrée en matière, la fille, elle me dit « Ok, mais on tourne où ?» Bah, dans mon quartier. Elle m'a fait « Mais il y a de la sécu ?» Je dis « Mais il n'y a pas de sécu, il n'y a pas besoin. » Donc là, elle arrive au milieu de tours énormes. Ils sont pas du tout là, on a tourné, c'est vraiment plus massif. Elle était pétrifiée, la pauvre. Je viendrai au casting après, mais tu vois, je la revois faire des trucs. Elle faisait le point. Pour faire le point, elle avait... il y avait son assistante qui avait son paquet de clopes comme ça, et puis elle faisait le point, et moi je passais à côté d'elle, je dis vous faites quoi les Mongols? Enfin, tu vois, je voyais une qui tenait un paquet de clopes comme ça, et l'autre qui faisait ouais, non, ouais. Elle fait on fait le point. Ah ouais, super. Mais c'était pour moi extraterrestre. Et pour faire le casting, donc bah il y avait internet quand même, on était en tout bip bip bip. Il y avait quand même un peu, donc j'allais sur le site de toutes les agences, puis j'envoyais un mail. Bonjour, alors je voudrais tourner un film, j'aimerais bien faire mon casting et rencontrer machin. Donc autant dire que les grosses agences ne m'ont jamais calculé, m'ont jamais répondu. Mais il y en a qui m'ont quand même répondu. Donc je fais un casting, et le casting, et en même temps c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui et qui surprend, parce que maintenant j'ajoute des étapes, mais à l'époque je m'arrêtais à cette étape-là. Le casting, je les mettais comme ça, assis... on était face à face, enfin eux ils étaient sur une scène de théâtre et moi j'étais en face et je leur posais que des questions sur leur vie et leur point de vue sur la banlieue, les machins, et je faisais oui non avec ça. Et il y en a un jour qui me dit mais tu m'as pris mais tu m'as jamais vu jouer. Je fais mais ça on s'en bat les couilles, tu joueras. Il me dit mais tu m'as jamais vu jouer, c'est bizarre et tout. Je dis non mais je sais, t'as l'intelligence de comprendre ce que je veux dire, donc on trouvera comment, t'inquiète, on y arrivera. Et mais voilà, donc je fais ce truc, on tourne 2-3 jours, là. On arrive à le monter et je retourne voir mes boîtes de production. Et sachant que ceux que je retiens à 90%, c'est les comédiens qui jouent dedans. Donc il y a Eye qui maintenant tu vois, fait ses Césars, ses trucs. Il y a Oumar, enfin quasiment tous quand même ont travaillé derrière, mais à l'époque personne n'a jamais rien fait. C'est ça qui est génial. Et contrairement à Suprême hier, là j'ai le même âge qu'eux, donc on ne sait même pas ce qu'on est en train de vivre. C'est ça qui est complètement fou. Et de boîte de prod en boîte de prod, non c'est même pas ça. Je fais des régies lumière dans le théâtre où je fais mon casting. Je fais des régies lumière aussi pour bosser. Et vraiment c'était une pièce mais insupportable. Donc en fait je mettais 3 lumières et je me cassais à chaque fois. Je pouvais vraiment pas les encaisser. Et un jour, je me fais griller, parce que du coup, j'avais mon timing. Je disais, ah tiens, ça va changer de tableau, je rentre, je ressors. Et je me fais griller par le mec qui est mon boss, quoi, dans le truc. Et je me dis, bon, bah voilà, tu vas devoir retrouver un taf, retourner dans un restaurant. Et pas du tout. Donc on discute, il me dit, t'as raison, ils sont vraiment insupportables et tout, donc t'as bien raison de sortir. Et on parle, et il se trouve que ce mec, donc, son surnom, c'est Duff. Et c'est une personne très, très précieuse dans toute ma vie, pas parce qu'il a fait quelque chose qui a tout changé pour moi. Par exemple, c'est lui qui joue le papa dans Regarde-moi. Et c'est avec lui que j'ai développé toute ma méthode de travail derrière. Et c'est lui que je prends systématiquement pour faire travailler mes comédiens en amont avec cette méthode que j'ai voulu mettre en place et qui m'a aidé à vraiment aboutir. Parce que donc, il m'a dit, lui, qu'il avait été il a été comédien longtemps
au théâtre avec Xavier Duringer, qui est resté un bon copain à lui. Et Xavier Duringer vient de monter une société de production qui s'appelle 7e Apache, et il cherche des projets. Et donc, comme moi, je lui écris, j'écris un scénario, mais je me fais jeter de partout parce qu'on me dit que je suis trop jeune et qu'en gros, c'est insoluble comme problème. Il me dit, si tu veux, je l'appelle, et puis si ça l'intéresse. Donc, 2-3 jours après, il me dit, écoute, voilà, ça c'est le numéro de Xavier, appelle-le de ma part, il attend ton appel. En fait, je l'appelle pas Xavier Duringer, je vois où est sa boîte de prod, j'y vais directement. Le mec, il fait wow. Et je dis, voilà, alors ça c'est le scénario, et ça c'est le truc que j'ai tourné. Il me dit, ok. Je dis, non, mais parce qu'on me l'a fait toujours à l'envers. Au moins, parce que tu vas pas lire le scénario devant moi, j'aurais pu le faire en même temps. Vas-y, lis. Mais je lui dis, regarde au moins le truc. Donc le mec a vraiment pas le choix, il sort le DVD comme ça, il le met sur son ordinateur, il regarde. Et je me souviendrai toujours de ça, il y a un moment il tourne l'écran comme ça, il me regarde, il me fait « Toi t'as fait ça ?» Ouais. Il me dit « Mais toi t'as fait ça toute seule ?» Ouais. « Et toi t'as pas fait d'école ?» Non. Je te rappelle. Et 10 jours après, on fait un rendez-vous, il me dit « Écoute, mais t'as écrit ce scénario comment ?» Je dis « Je lui raconte. » Il me dit « Mais t'as pas... » Il me dit « Mais franchement, je saurais même pas te renvoyer en écriture. » Ok. Donc il me dit, on va te signer. Donc là, il faut quand même se configurer le truc. Moi, il me signe genre une option. Il me donne genre 1 500 €. Mais moi, 1 500 € à l'époque, mais c'est 100 000 €. 1 500 €, ouais, super. Il me dit là, tu vois, ça va être un peu long parce qu'il y a plein de trucs de financement et tout ça. Et moi, je lui dis, c'est combien de temps ? Il me dit, je sais pas, d'ici 2-3 mois, on devrait mettre en place des trucs. Ok. Et je me taille en Afrique. Je fais, ouais, je vais trop bien, 1 500 €, le rêve de ma vie, je me barre sac à dos en Afrique, etc. Et c'est vraiment génial parce que je suis en Afrique, je dors dans des trucs improbables, il m'arrive des trucs, je vais en prison, il m'arrive des trucs, n'importe quoi. Et j'ai un appel où on me dit, on n'arrive pas à trouver tel ou tel truc, bref. Et moi, je raccroche, je suis effondrée et je suis au milieu du désert au Mali avec des gens vraiment qui me regardent en disant pourquoi t'es effondrée, pourquoi tu pleures, et je leur explique, je dis là j'ai pas, apparemment ça va être compliqué pour trouver des sous, peut-être que je ferai pas de film, et on dit et tu pleures pour ça, sincèrement tu pleures pour ça, et je dis mais en fait ils ont trop raison, en fait, j'ai pas à pleurer, donc je rentre, je suis genre sur motive, et ce qui débloque un peu le truc c'est que avant de rencontrer Xavier j'avais déposé le film, il y a un concours scénario qui s'appelle le concours Sopadin, où t'as t'as les juniors et t'as les seniors en gros. Et moi, je l'avais déposé en junior, et quand je rentre, j'apprends que je suis en finale. Donc, il y a une cérémonie, et donc je suis dans les 10 sélectionnés, il y a une cérémonie, et à la cérémonie, on dira quels sont les 3 qui ont gagné. Petite anecdote rigolote, parce que tu vas parler de trucs. Dans les 10 finalistes, et ça c'est quand même formidable, il y a Johan Cornu, qui a écrit un scénario, qui est devenu après un distributeur et un producteur avec qui j'ai travaillé plus tard. Donc ça, c'est hyper drôle. Ouais. Et donc, on est à cette cérémonie. Donc moi j'y vais, j'amène tous les comédiens parce que je dis c'est bon, il faut qu'on leur montre qu'on est là, parce qu'il y a Canal+, il y a un mec de Canal+, il y a Laurent Acide dans le jury, il y a un distributeur, un mec de chez Pyramide à l'époque. Je dis on va leur montrer qu'on est là, et si on n'a pas de prix, c'est pas grave, on les chope à la sortie, on les prend, Et en fait, on est 3 à gagner. En fait, le premier prix c'est Céline Sciamma avec Naissance des pieuvres. Moi, juste après, et il y a Mona HH. On est 3 à gagner. Et donc, quand on me dit mon nom, je comprends même pas ce qui se passe, mais là, j'ai gagné la Palme d'Or. Tous les mecs se lèvent, on retourne le cinéma de l'Arlequin. Imagine Sophie Dulac. Voilà. La meuf regarde, dit qu'est-ce que c'est que ça ? Et voilà, ça y est, c'est bon. Et t'as Laurent Acide, donc le mec de Canal+, qui dit on va prendre rendez-vous, j'ai adoré votre scénario, on va prendre rendez-vous pour après. Pareil pour Pyramide. Bon, allez, Mazel Tov. Et en fait, là, c'est bien parce que c'est le moment où les montagnes russes commencent pour moi. Ouais, voilà, ça a commencé là. Et donc, le rendez-vous, on a d'abord le rendez-vous avec le distributeur chez Pyramide. Donc, un distributeur, c'est fondamental pour lancer le financement d'un film. Si vous n'avez pas de distributeur, vous ne trouvez pas d'argent, parce que en fait, c'est l'assurance que le film sorte en salle. Donc après, on met du pognon pour le faire exister. Et en fait, le rendez-vous se passe tellement mal. Mais tellement mal. Donc, première question. Enfin, non, mais c'est même pas vraiment une question. C'est-à-dire que... En plus, là, pour le coup, j'ai rendez-vous avec celui qui est le boss maintenant de Pyramide, mon ami, donc. Et il dit, en fait,
moi j'ai un vrai problème parce que mon collègue a adoré le scénario. Il dit, moi, je trouve que ça va, le scénario est plutôt bien. Mais faut arrêter de faire des films comme ça. C'est bon, la banlieue, on n'en peut plus. J'ai dit, ah ouais, bah te faire enculer. Et je suis partie. Et je revois Duringer qui est comme ça, qui dit, bah, reviens. Non, je dis, mais ça va pas. Et là, je fais une esclante chez Pyramide. Mais comment il me parle, lui? Il est fou. Mais ça se fait pas de dire ça. Est-ce qu'on dit ça aux bourgeois, là, dans leur fille, avec leurs apparts pourris, là? Est-ce qu'on dit, c'est bon, les bourgeois, trop? Non, bah là, c'est pareil. Enfin bref, voilà, c'était... Bon, ça, c'est fait. Bon, là, c'est pas comme si ça s'était calmé malheureusement. Je crois que voilà. Et après, on va chez Canal+. Et là, on nous fait la petite... Laurent Acide, il est vraiment... il est sport. Et en fait, je crois que je les ai traumatisés aussi chez Canal+. Donc là, l'associé de Duringer qui me dit, alors je t'explique. Ce rendez-vous-là, on peut pas... Enfin, il faut qu'on ait... il faut qu'il nous file au moins 100 000, voire 120 000, sinon on est mort. Ok, on fait le rendez-vous et là, l'enveloppe, les petits films, la fin d'année, blablabla, le mec il fait son laïus, il dit de toute façon, voilà, vers 80, je pense qu'on va pouvoir vous donner vers 80 000. Donc là, je vois l'autre, il rentre dans sa chaise, il est au fond du seau, il va mourir. Puis moi, je me dis, ah ouais, ok, d'accord. Mais je dis rien. Là, je dis rien, personne va se faire enculer à ce moment-là. Je dis, ok, d'accord. Ok. Le soir, j'appelle tous mes comédiens, je dis, hey gars, faut qu'on se fasse Canal+. Je les réunis commando. Bam, on est tous au parc de la Villette. Ils sont tous là. Je dis, alors voilà, on va faire des pochoirs. On va mettre le titre du film. On va retourner le parvis de Canal+. Et je me souviens, il faisait à l'époque l'équipe du dimanche. Et on a fait ça. Il y avait tous les mecs de la sécurité. Je les voyais sur leur plateau vitré en train de faire l'équipe du dimanche. Et nous, on arrive la nuit en commando, capuche et tout. Fra, 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 fra. Tout le parvis de Canal est retourné. Le lendemain, petit coup de téléphone quand même donc c'était Laurent Acide et dans son équipe, il y a une fille qui s'appelait Sandra Mirimanoff. Donc Sandra qui appelle la prod qui dit, alors on a un petit problème. On imagine que ça vient de chez vous. Le parvis est retourné, c'est dégueulasse. Donc moi j'ai la prod qui m'appelle, qui me dit, on va devoir payer le nettoyage. Je dis, bah ça va, détends-toi, c'est que de la peinture. Je dis, mais ok, d'accord. Ils me disent, mais c'est grave, hein, et tout. Ouais, c'est super grave. Je rappelle tous mes comédiens. Sit-in, on va chez Canal, on bouge pas, tant qu'ils nous ont pas donné plus. Devant la fenêtre. Là, Sandra Mirimanoff qui appelle la prod, qui m'appelle, et finalement, Mirimanoff m'appelle directement, et elle me dit, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? On peut pas faire autrement, blablabla. Et puis, tu sais ce que ça raconte? Ça raconte que tu sais pas tenir ton équipe. En fait, je dis, ah bah non, au contraire. Parce que si je dis go, c'est le feu. Là, je les tiens vachement, en fait. Finalement, on est hyper sages. On est juste assis en bas de la fenêtre. Et donc là, elle fait, OK, d'accord. Tout ça pour dire que j'ai eu 400 000 de Canal au final. Donc voilà. et que du coup, maintenant, j'ai ma petite... voilà, il y a la légende urbaine. Chaque fois que je viens chez Canal, donc tout le monde me dit, elle a grandi, c'est cool. Et en fait, à chaque fois, ils sont morts de rire parce que tu appuies sur le bouton, puis ça repart à 2000. Et ça les fait marrer. Donc voilà, j'ai ma petite histoire avec Canal+. Et... l'histoire faisant, le film se retrouve distribué par Gaumont, qui est quand même une énorme maison et qui est assez disproportionnée, on peut le dire, par rapport au film et à sa taille et en tout cas la catégorie de film où il se trouve. Mais à l'époque, c'était Franck Choreau qui était producteur chez Gaumont, qui aime le film et qui dit, moi, on y va. Donc ils mettent l'argent qui manque. Enfin, on l'a fait avec 1 million. Hein, on n'a pas non plus fait ça avec une somme folle, mais quand même. Et donc le film se fait. Et je crois que j'ai 6 semaines de tournage, un truc comme ça. Et donc, quand on en est venu à « il faut que tu trouves un chef opérateur », moi, je dis, en toute humilité, je dis « mais ils sont tous moches, les films français. Moi, je veux bosser avec un chef op coréen. Eux, ils savent faire des images. » Donc, Duringer, il me dit « calmos. Ah non, mais j'ai oublié un truc. Ah non, mais le pauvre, parce qu'il m'a pu parler aussi pendant un moment, Xavier. Il est parti tourner un film en Thaïlande, ce qu'il réalise aussi. Et donc il me dit, bon là, pause, hein, je pars en Thaïlande, on reprendra le financement après. Ok, donc une fois qu'il a à peine claqué la porte, je vais voir l'assistante de prod. Comment on fait des... Elle me dit, c'est quoi financer un film à part Canal, à part truc? Je dis, on va faire des dossiers, puis on va proposer à la région, au CNC, machin. Elle me dit, mais bon, là, j'ai regardé, il rentre à telle date, donc... Et puis je voyais, moi, en fait, je faisais une rétroprojection, je me disais, mais en fait, on se prend 8 mois dans les dents. Moi, c'est pas possible, je vais mourir, en fait. On ne peut pas. Donc, je lui dis, non, dépose maintenant. Elle me dit, bon, on va pas déposer maintenant. Pourquoi? Parce qu'il doit signer. Je dis, je signe à sa place.
Et donc j'imite la signature du Ringer, on dépose. Sauf qu'en fait, je passe le premier tour du... Enfin, je suis... en fait, le CNC fait un truc improbable, mais bon, en même temps, pas tant que ça avec le recul. Ils disent... alors, il y a soit vous... Maintenant, il y a un oral, c'est en 2 tours. À l'époque, non. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Tu l'as, tu passes en plénière, tu fais partie de la première sélection, et après, tu l'as ou tu l'as pas. Maintenant, c'est plénière, oral, et tu l'as ou tu l'as pas. Et c'était peut-être bien qu'il n'y ait pas d'oral d'ailleurs à l'époque. Et en fait, je reçois un peu se représenter, ce qu'on appelle un PSR, qui était absurde. Mais vraiment, mais il y a de quoi péter les plombs. C'est super, mais t'es trop jeune. Donc peut se représenter à la prochaine commission. Et donc, à la prochaine commission, je ne sais, qui est dans un mois, hein, je suis censée avoir quel âge? C'est quand même la grande question. Donc c'est super, mais t'es trop jeune, ça n'a aucun sens. Donc je suis hyper énervée. Et Xavier rentre, de toute façon, le temps qu'on dépose, machin, Xavier rentre plus ou moins à ce moment-là. Donc ça m'a un peu aidé à faire passer le « j'ai imité ta signature ». J'ai dit « mais t'as vu, on l'a quand même ». Enfin, on l'a pas, mais on l'a. Et Xavier a été extraordinaire, c'est qu'il a écrit... C'est quand même un sacré dramaturge et qui a l'art vraiment du verbe. Il a écrit un texte sublime où il dit « mais en gros, que ça peut vous foutre qu'elle ait 20 ans ou 45 ans, si son film est bien, si elle sait dire ce qu'elle a à dire alors qu'elle le fasse ». Enfin, il a écrit un sublime texte, donc on l'a eu. Et donc Gaumont. Et donc, voilà. Et moi, c'est la première... Pardon. Oui. Et moi, là, c'est la première fois que j'entends parler d'elle. C'est-à-dire que je connais Franck Chorot, le producteur de Gaumont dont elle vient de parler. Et c'est plutôt un copain. Et on va déjeuner ensemble. Et je passe à Neuilly dans son bureau. Et comme tout producteur, et surtout producteur qui est à Gaumont, il y a une montagne de scénarios. Et j'en vois un qui est au-dessus de la pile et qui est regarde-moi. Je fais oh tiens, c'est marrant, c'est quoi ça? Et il me dit elle est dingue, elle est en train, on est en plein tournage, elle est géniale, etc. Et c'est comme ça que j'entends parler de toi la première fois. Et du coup après regarde-moi, ça a bien marché quand même et ça t'a mis quand même sur la carte du monde, enfin du monde du cinéma, s'entend. En fait, c'est là où Est-ce que je te parle de comment je l'ai vécu il y a 15 ans ou est-ce que je te parle comment je l'analyse maintenant? On peut commencer par il y a 15 ans et ton analyse de maintenant. Alors honnêtement, il y a 15 ans, voilà, je fais le film. Mais encore une fois, moi je suis aux fraises. Attends, le chef opérateur, pardon, j'avais pas rebondi. J'ai dit, ils font les images, le cinéma français, tout est moche. Moi j'étais là genre, mais moi je veux pas qu'il y ait de la morve dans le nez, caméra qui bouge dégueulasse. Enfin, j'étais vraiment déchaînée. Et mon copain de l'époque me traîne. Et savoir, donc c'est quand même, on vivait, moi j'y vivais pas encore, il vivait à Marseille. Et il me traîne et il me dit, viens, on va voir OSS 117. Et je dis, alors non, c'est mort. C'est mort. Il me dit, si, je dis, non, chouchou, loulou, je m'en fous. Il me dit, tu viens? Il me dit, tu viens et tout. Et on va en plus, pourquoi je dis Marseille, c'est très important, c'est à l'époque... le cinéma qui passait au OSS, c'était plan de campagne. T'es en zone industrielle. Franchement, t'as pas envie. Donc moi, mais je fais la gueule tout le long. J'ai pas envie. Et en même temps, le film est super, mais surtout, je trouve que l'image, elle est chambée. Donc je vois Guillaume Schiffman. Je vais faire un film avec lui. Donc je dis, je vais faire un film avec Guillaume Schiffman. Il fait, ok. Et ben écoute, Guillaume Schiffman, il a un tournage, parce que Duringer le connaissait, il fait un tournage, là, ils ont travaillé ensemble en plus. Il m'a dit qu'il tournait un truc pas loin, t'as qu'à y aller. En plus, c'est une scène dans un resto. Donc moi, je vais pour lui parler à la base. Et on me dit, on cherche, il nous manque, il y a des figurants qui nous ont plantés, viens. Donc toute la soirée, je bouffe des pâtes froides, dégueulasses. Et lui, en fait, Guillaume, il a toujours un moment où il va trouver quelqu'un dans l'assemblée qui va lui... Je sais pas, il devait se faire chier, en fait, je le connais maintenant. Et donc, il s'est dit, ouais, elle a l'air drôle, et on s'est envoyé des vannes toute la soirée. Et donc, il s'éclatait à me mettre pile dans l'axe, c'est-à-dire, faut que tu manges plus, et machin, et tout ça. Et j'avais vraiment envie de le dégommer. Et à la fin, je vais le voir, et il me dit, alors, t'as passé une bonne soirée, t'as pas envie de dégueuler? Je lui dis, fortement. Mais avant que je rende toutes mes pattes sur tes pieds, en fait, je veux savoir si tu veux pas être chef opérateur pour le film que je vais faire. Et il me dit, tu sais, mais en plus, avec ces termes, tu sais, les courts-métrages...
là, j'ai plus le temps. Puis maintenant, je suis très prise. Si tu me parles de court-métrage, t'es un grand malade. Non, c'est un long-métrage. Tiens, voilà, tiens le scénario. Il y a mon numéro. Tu m'appelles. 3-4 jours après, il m'appelle. Puis j'ai eu ton scénario. On boit un café. Et là, le mec passe son temps. Et c'est vraiment génial où il me questionne. Il me dit, mais quel film tu veux faire? C'est quoi ton... Il me dit pas s'il veut le faire ou pas. Hein. Mais il me dit, mais pourquoi toi, tu veux faire des films, etc. Il me questionne énormément sur mon désir de cinéma, sur le cinéma que j'aime et tout. Il m'a dit, alors on va faire un truc. On se revoit, tiens, demain, après-demain, tu viens à la maison et tu m'emmènes, tu me montres 5 scènes de films que t'aimes et tu m'expliques pourquoi tu les aimes. Donc moi, j'y vais et il me voit arriver avec mes tas de DVD coréens improbables, des vieux films. Il me dit, mais tu connais pas le cinéma, toi, après les années 90 80... Je dis, non, mais attends, tu me demandes ce que j'aime vraiment profondément. Donc voilà, je lui mets du Murnau et tout, je suis vraiment dans mon délire. Et je lui explique pourquoi j'aime ça, pourquoi. Et en fait, il était déjà, lui, dans son process de collaboration. Il se dit, moi, je vais rentrer dans sa tête et essayer de comprendre le film qu'elle veut faire. Et donc, pourquoi j'en viens à lui? C'est que le premier jour de tournage, donc quand même, Guillaume Schiffman, c'est un énorme chef opérateur. C'est le chef opérateur de The Artist, par exemple, et c'est le chef opérateur de Rose, que vous avez vu en ouverture du festival. Juste pour donner ces 2 titres, parce qu'on pourrait en donner 10 000. Tu avais le film de Sandrine Kiberlin aussi, par exemple. Oui, pardon. Voilà. Mais il en fait, c'est un énorme chef opérateur. Et en fait, donc son équipe, comme lui, ils font des films tout le temps. Et je me souviendrai toujours du premier jour de tournage où voilà, on vient me chercher. En plus, je me rappelle, je me suis dit, putain, la veille, je vais pas dormir. Je dormis comme un bébé, genre zéro stress. Le matin, j'arrive, moi je suis pumped up, mais normalité absolue. Et je me souviens, tout le monde qui disait, elle arrive, elle est là et tout ça. Ils me regardent tous pour ça va les gars, tout tranquille. Et puis arrive ce moment où, mise en place du premier plan, je dis à Guillaume, je peux cadrer? Il me dit, pourquoi tu veux cadrer d'un coup? Je dis, comme ça, c'est le premier plan de ma vie, laisse-moi cadrer. Il me dit, bah ok. Et là, je lui explique, mais avec mes mots à moi, je dis, non, tu vois, il me dit, parce qu'il me dit, donc là, vu ce que tu veux, je sais pas, j'imagine tu veux qu'on le fasse aux 50, aux 80. C'est l'objectif. Hein, voilà. Et là, tu fais de quoi en fait c'est quoi ton problème? Et je lui dis, frère, comme ça, tu vois, voilà, comme ça. Et puis petit à petit, on avance et tout ça. Il me dit, un travelling, j'allais vous saouler avec votre travelling. Tu fais ce que tu veux, faut que ça fasse comme ça. Tout ça pour dire qu'au bout d'une semaine, j'arrivais, je faisais 1080, fais ça, on monte comme ça. Et donc, ça a été en fait. Tout était fluide. J'ai jamais stressé. Je me suis jamais dit que je perdais les pieds. Tout était ouais, évident. Et ça, c'est un souvenir qui me reste très, très fort. Et donc, tout ça pour en répondre à ta question. Et donc, quand tu arrives à ce moment où voilà, tu as fait ton film, tu le montres, il y a une autre montagne russe avec mon ami le Festival de Cannes où tu es sélectionné et puis en fait on te dit bah non, dernier moment en fait finalement t'es pas du tout sélectionné à un certain regard alors qu'il y avait eu fête, champagne chez Gaumont total et puis le jour de la conférence de presse tout le monde a la tête dans le seau. Non finalement t'y es pas. Au dernier moment Frémo a changé ses plans, t'y es pas. Ce qui est génial c'est que maintenant que je connais plein de gens, j'ai les coulisses de tout ça où on me raconte encore le moment où le mec m'a dégagé. Et j'ai pu lui dire là à Cannes, genre la prochaine fois, fais ça un peu mieux s'il te plaît parce que c'est très violent. Il y a des cœurs en face qui battent. Il y a pas que tu vois pas que des films. Voilà, c'est pas que des liens de films. Il y a quand même des êtres humains derrière. Mais donc t'es à Cannes, t'es pas à Cannes. Bon, en même temps, ça, je mesure pas encore l'enjeu de ce que c'est être à Cannes ou pas. Mais il y a quand même une phrase qui m'a hyper marquée. Où on me dit, le problème c'est que comme on n'est pas à Cannes, ton film est mort. Et toi tu fais, bah il est pas mort, il est pas sorti les mecs. Mais c'est ça le cinéma français. Et c'est là où je comprends un peu, voilà, ce que c'est. Mais pour autant, le film va à Berlin. Et je me souviens m'être dit, c'est horrible de dire ça. Je me suis dit, tu sors de nulle part, tu fais un film et t'es prise dans un festival majeur. Ça va, c'est pas si compliqué le cinéma en fait. Bon bah après je l'ai mangée celle-là. Je l'ai prise, le boomerang il est revenu, le karma s'est vengé. Mais en plus c'était pas de l'arrogance ni rien, mais comme j'étais totalement dans un univers qui m'était totalement étranger, avec
finalement, ça, je peux le dire, les gens qui bossent dans le cinéma, ils sont complètement obsessionnels et hystériques sur un truc. Toi, tu viens pas de là, les enjeux, tu les mesures pas. Donc ce film, je l'ai vécu avec une grande innocence et finalement, c'est un souvenir sublime parce qu'il n'y a rien qui m'a mis dans des états comme j'ai pu être sur les autres films derrière, puisqu'on me dit le film il est mort, tu dis bah non, il n'est pas sorti couillon. Tu vois, ça t'affecte pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est pas pris à Cannes, c'est bon, je vais me suicider, tout ça. Il y a tout un... Il y a tout un conditionnement qui fait que t'es sur un autre, t'es sur une autre fréquence radio. Là, c'était simple, c'était beau. On a vécu notre truc avec tout le monde. Le film est sorti. Bon, voilà, je sais même pas ce que ça a fait comme entrée, mais pas beaucoup. Mais je me souviendrai toujours de ce moment où François Clerc, donc qui est le responsable de la distribution, qui était le responsable de la distribution chez Gaumont, qui maintenant est à sa propre société, mais qui m'a dit un truc incroyable, c'est que le jour de la fameuse soirée chiffre, donc le jour où tout le monde fait la gueule. Moi, je comprends pas. Ils sont là, ils disent ouais, 32, 72, 1000, oh là, abstrait total. Toi, tu as fait un film et d'un coup, ton film devient des chiffres et ça ne veut plus rien dire. Donc moi, je comprenais rien. Et lui me prend la main. Alors lui, il était au fond du seau, mais c'est mignon quand même parce que du coup, je me rends compte à quel point il a surpassé ce truc-là, sa déception. Il me prend la main. On s'assoit tous les deux par terre sur la terrasse de Gaumont. Et il me dit, tu sais pourquoi il faut faire la fête aujourd'hui ? Je dis, bah, je sais pas, mais visiblement, va falloir trouver un prétexte parce que là, ça a l'air tendu. Il m'a dit, non, on fait la fête parce que toi, des films, t'en feras d'autres. Et c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Et ça m'a hyper... voilà, c'est un truc qui m'a marqué comme l'attaché de presse du film derrière, Guérard, qui m'a dit, tu sais, au final, c'est que de la pellicule. Hein, le reste, il est ailleurs. L'essentiel est ailleurs. Et c'est vrai. Et ça, c'est des choses auxquelles je devrais me les tatouer parce que j'y pense souvent. Hein, mais j'y pense souvent. En me disant, ouais, voilà, tu te construis avec forcément des réussites et surtout sur des échecs. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Mais voilà, en tout cas, le ton était donné quand même. Et c'est exactement ça la phrase, le ton était donné. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les réalisateurs mettent beaucoup d'eux-mêmes dans leur premier film et qu'ils le refont ad nauseam parfois. Mais moi, c'est plutôt le ton, tout ce que tu viens de raconter, là, toutes ces péripéties de tournage, aussi joyeuses parfois que dépressives d'autres fois, c'est un peu ton parcours tout du long. C'est-à-dire que c'est le mode guérilla dont tu parlais en bas de canal. Moi, je me souviens, j'avais vu les images à l'époque. J'ai dit, mais c'est qui, c'est dingue. Parce que Canal avait quand même profité pour filmer un peu. Ils ne sont pas complètement couillons. Ils se disent, tant qu'à ce qu'il y ait quelque chose de détruit en bas de chez nous, autant qu'on en tire profit. Mais ça a été quand même tout le temps comme ça. Je veux dire, il y a eu des moments où même... c'est allé jusqu'à une histoire banale qu'on a présentée ici, ton troisième film, ou qui est un film de... Celui-là, c'est un film de survie. Oui, après, sincèrement, là, je pourrais mettre, tu vois, autant une explication métaphysique qu'un truc hyper rationnel. Voilà, je pense qu'il y a des destins comme ça, plus chahutés que d'autres. Aujourd'hui... si je peux, par exemple, si aujourd'hui j'ai eu aucun problème à m'attaquer à un film comme Suprême en me disant vas-y, c'est que des challenges et que un exercice de funambule parce que je peux tellement me casser la figure, mais si je suis capable de le faire, c'est parce que j'ai aussi toute cette expérience derrière et que à chacun de mes films, j'ai appris de dingue, parce qu'encore une fois, donc j'avais pas fait d'école, mais surtout j'ai aussi affiné et précisé toujours un peu plus pourquoi je faisais des films et pourquoi de cette manière. Après, le cinéma, c'est hyper normé, c'est hyper formaté. On va pas se mentir, y a un parcours, vous le suivez, c'est quand même royalement fléché et c'est pas très compliqué d'arriver à faire un film, au moins un premier film. Moi, c'est Guillaume qui m'avait dit ça, Schiffman. C'est la règle de 3. Sur 100% de premiers films, il m'avait dit ça. Sur 100% de premiers films, il y a 30% qui font un deuxième film. Et sur ces 30%, il y en a 8% qui font un troisième film. Donc on part de... C'est vraiment la sélection, l'écrémage de fou. Et il m'a dit... Un écrémage encore plus terrible quand on est une réalisatrice. Certainement, ouais. Et après, et jeune. Parce que moi, j'ai eu ce double truc. C'est qu'on ne m'a jamais mis dans les dents. En fait,
Ce qu'on m'a plus mis dans les dents, c'était que j'étais jeune plus que j'étais femme. Et ça, c'était hyper dur parce que pour être prise au sérieux, franchement, j'ai galéré. Aujourd'hui, on me prend au sérieux maintenant. J'ai fait 6 films. On me prend maintenant au sérieux, mais moi, j'en ai plein. Hein. On me l'a fait combien de fois là? Ah, et Suprême, c'est votre premier film? Mais ta gueule! Mais vas-y, mais cultive-toi, regarde, fais au moins, hein, avant de me parler, t'es journaliste, fais au moins Internet. Ah non, elle a vu de... Ah, va au moins voir les bandes annonces, je sais pas, fais quelque chose. Voilà, mais on est quand même dans cette société où il y a les gens qu'il faut regarder, il y a les gens qu'il faut écouter, il y a les gens qu'il faut lire, et puis les autres, on s'en fout. Et pour autant, je pense que les autres qui représentent une masse bien plus importante ont certainement des choses bien plus intéressantes à dire, mais ils sont pas les élus, ils sont pas choisis, ils sont pas... désigné comme la hype. Donc, quand vous n'êtes pas dans la hype, c'est compliqué. Et en plus, moi, sincèrement, après, c'est des trucs de personnalité. Il y a un jeu aussi qu'il faut jouer. Moi, je ne l'ai jamais joué. Mais parce que je suis comme je suis, aller parler à machin, parce que machin est important. Mais si machin, je le trouve con, bah, je ne vais pas lui parler. Bah voilà. Donc, moi, les endroits où il fallait être, j'y étais pas. Mais il y a des trucs comme ça. On est à Cannes. On me dit, voilà, à Cannes, je sais plus pourquoi. C'était Regarde-moi, mais parce qu'il était au marché en parallèle et il y avait tout un truc chez Canal, il fallait y être. Oh, fallait y être. En même temps de ce truc-là, il y a un match Marseille-Saint-Etienne. On joue la place pour aller en Ligue des Champions. Moi, j'y vais pas. Hein. Moi, je regarde le truc, je gagne, je retourne mon hôtel et après, j'y vais. Et là, on me dit, t'as pas fait ça. T'étais pas en train de regarder le match. Je dis, bah si, mais c'est vachement plus important, les gars. Et là, on m'a dit, ok, donc mais c'est mort en fait. Enfin, ça va être compliqué pour toi jusqu'au bout. Bah ouais, mais c'est comme ça. Et donc voilà, il y a plein de choses que j'ai pas voulu faire, que j'ai du mal à faire aujourd'hui. Et je sais que j'ai déconné. Certainement, ma vie aurait pu être un peu plus simple par moment. Mais je pense que je serais pas la même réalisatrice non plus. Après, ce qui est très marrant, par exemple, c'est que j'ai travaillé... chaque film a un producteur différent et tout le monde me dit c'est parce que tu t'es embrouillé avec eux. Pas du tout. J'ai toujours une relation qui existe toujours avec les gens avec qui j'ai travaillé. Mais comme pour moi, chaque film, c'est une histoire différente. Chaque film a son équipe, son acteur, des fois, les désirs ne se retrouvent pas. Donc il y a des producteurs avec qui j'ai travaillé, avec qui je vais retravailler. Des producteurs, certainement, on ne retravaillera pas parce que nos désirs ne se retrouvent pas au même moment. Mais c'est pas grave, parce que moi, je le vois pas comme un échec. Souvent, les réalisateurs ont leur même producteur. Moi, je m'en carre. Sincèrement, c'est la vie qui fait que, c'est le projet qui dicte pour moi tout le reste, et c'est plus important. Et donc, si le projet, si moi, je suis convaincue qu'il doit avoir telle forme et qu'il doit être interprété par tel comédien, qui va évidemment pas faciliter le financement parce qu'on sait pas qui c'est, bah c'est pas grave, je vais prendre le chemin de traverse, parce que c'est ce que doit être ce film-là. Et puis peut-être un jour, j'en ferai un film avec Jean Dujardin parce que le film le demandera et que je serai OK avec ça, et que ce sera certainement plus facile. Mais en fait, voilà, ça a été compliqué parce que les choix des sujets, parce que la manière de les raconter, parce que jamais le sujet qui est dans l'air du temps. Enfin, je me rends compte qu'en fait... j'ai trop d'avance, du coup à chaque fois que je veux faire un film, je devrais arrêter, je vais en faire un autre parce que lui dans 2 ans il va être bon du coup. Mais voilà, c'est aussi beaucoup d'aléas de la vie. Et puis j'ai commencé, donc j'avais 22 ans, là j'en ai 38. C'est quand même une période de la vie où on devient un peu l'adulte qu'on est et où tout se pose. J'ai grandi avec mes films. Et en fait, je pense que je l'ai jamais fait parce que j'arrive pas à regarder mes films, mais je pense que c'est aussi un témoignage vraiment de la personne que je suis en train de devenir film après film. Et ça, j'arrive à le voir. J'ai une manière beaucoup moins volontaire de raconter les choses parce qu'avec le temps, j'espère que j'ai gagné un peu en analyse des choses, peut-être en finesse et puis en exercice de mes fonctions, quoi. En pratique, c'était celui-là. Practice, c'est pratique en français. Voilà. Et moi, c'est Patrick. Pardon. Il y a, à la fin du générique de Regarde-moi, il y a Ayam, qui est quand même le premier truc que tu fais. Il y a Ayam qui écrit une chanson pour le générique de ton film. Ayam que tu retrouves après pour faire un documentaire avec eux. C'est même voilà, juste après. Et donc,
15 ans plus tard, tu fais un film sur NTM. Du coup, il y a une espèce de truc prédestiné à ça, quoi, prédestiné à faire ce film. Et en plus, là, tu viens de le dire, qu'il y a un peu, tu vois, que tu as grandi avec tes films. Et qu'est-ce qu'il y a de... Je me demande si, justement, Suprême, qui est pourtant un biopic sur NTM, c'est pas un peu ce qu'il y a de plus proche pour toi de l'autoportrait? En tout cas, je me suis jamais sentie étrangère à mon film. C'est-à-dire que j'ai jamais eu l'impression de faire un film qui ne me parlait pas parce que c'était la vie d'autres. À plein d'endroits, je m'y retrouve. Mais plein. Mais autant sur ce côté autodidacte, le côté on vient pas que de la banlieue. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Moi, j'arrive... Ils parlent tous avec des mots, mais même j'entends les interviews de réalisatrices, de trucs, elles sortent des mots. Moi, je suis là, mais vas-y, parle normalement. C'est pas vrai, dans la vraie vie, c'est pas vrai. Tu parles pas comme dans un dictionnaire, mais parce qu'il y a un micro devant toi, tu veux montrer que tu es intelligente. Et surtout, c'est un truc de réussite. Hein. Faut quand même que Télérama te scotche que tu es quelqu'un d'intelligent. Sinon, tu as raté un truc. C'est la Rolex un peu du réel. Je suis désolé, Guillemette Odissino dit que je suis intelligent. Ouais, mais tu l'es, c'est pour ça. Mais en fait, moi, évidemment, on va pas me le dire parce que déjà, avant de sortir un son de ma bouche, je me force à remettre la phrase, les mots à l'endroit. Enfin, il y a quand même une gymnastique, on se rend pas compte, mais je pourrais faire la masterclass en verlan, quoi. C'est quand même un vrai problème. Et que j'ai tendance à parler plus vite que je ne réfléchis aussi. Donc tout ça, c'est un travail qui me demande beaucoup de discipline que je n'ai pas forcément. Mais donc, ce côté un peu étiquette du 93, moi, il y a plein de gens au cinéma, ils ont fini par me dire, ah, en fait, ça va. Mais en fait, ça va quoi? Je pense que je vis dans une cave, j'élève des pitbulls, j'ai des lance-roquettes dans ma chambre, mais les frères, ça va. C'est pas parce que j'ai grandi là que, en fait... et ça va tellement avec... c'est tellement à l'image de plein de choses dans la société. Hein. Je stigmatise pas que le cinéma, mais quand même. Et eux, pour revenir à NTM, ils ont ce truc-là, d'avoir dû imposer un art dans une culture musicale où il n'y avait pas de rap de surcroît. Et en plus, ils parlaient autrement, ils s'exprimaient autrement, ils s'habillaient autrement, ils venaient d'ailleurs. Enfin, on était quand même une époque où la culture musicale en France, c'était Renaud. Donc, c'est sûr que ça fout un choc. Mais ouais, je suis hyper proche de eux à plein d'endroits. Et vraiment à plein d'endroits. Et je pense que ce qu'on ressent, on n'est pas obligé de connaître toute ma vie, mais en tout cas, ce qu'on ressent, c'est la sincérité, cette sincérité qu'il y a dans le film tout le temps, ou cette authenticité, c'est parce que j'en suis tellement proche que, encore une fois, j'ai pas eu besoin de me mettre dans leur peau finalement. C'est aussi, il y a aussi de moi. Ouais. Mais effectivement, hein, je fais regarde-moi là, j'ai fait le lien quand même en venant, en entendant le générique où je t'ai dit bah non, mais je me rappelle, c'est Ayam qui a écrit. Bah, c'est fou. Et oui, c'est comme si le sentier balisé m'amenait à Suprême depuis tout ce temps, mais qu'il n'y a que maintenant où je m'en rends compte. En plus, contrairement à tous tes autres films, à part peut-être à l'exception de toi, moi, les autres, là, il n'y a que des mecs. Et alors que jusqu'à présent, il y a eu Regarde-moi, Toi, moi, les autres, il y a quand même... Mais Regarde-moi, les héroïnes sont très, très fortes. Toi, moi, les autres, il y a quand même Leila Bekti qui est face à Benjamin. Et encore, il est pris entre deux femmes, hein, qui est Cécile Cassel et Leila Bekti. Et puis après, il y a Une histoire banale, La Taularde, les deux héroïnes de À la folie que vous avez, vous, eu la chance de découvrir l'année dernière et qui ne sortira pas avant possiblement avril 2022. Donc, voilà, la série d'Arte, c'est que des filles. Et là, tout d'un coup, des mecs, c'est vrai. Et que des mecs, là, pour le coup. Hein. Enfin, deux danseuses au fond et... Une danseuse en plus. Et c'est hyper reposant. C'était le tournage le plus reposant d'être qu'avec des comédiens. Voilà, comprendrez ce que vous avez envie de comprendre. Non, en fait, ce qui était hyper drôle en même temps, je sais pas trop,
c'est ce parallèle où j'avais en même temps j'avais l'impression de revenir un peu à mes fondamentaux, parce qu'on peut faire des parallèles avec Regarde-moi, parce que la banlieue, parce que finalement depuis Regarde-moi, j'ai pas fait de film en banlieue, j'avais pas envie à ce moment-là, parce que la jeunesse, après, ce que je disais tout à l'heure, hein, là j'ai pris cher, hein. Regarde-moi, j'avais l'âge de mes comédiens. Là, ils m'ont pris pour leur mère. Voilà, donc tu prends cher. Là, tu dis, ah ouais, on est d'accord. Mais ouais, non, c'était... Bah, après, c'est ce que j'ai expliqué une fois quand on m'a dit, enfin, limite, hein, que c'était un défaut du film qu'il n'y ait pas de femmes. Et en même temps, bah, je vais pas les inventer, c'est un milieu ultra masculin, il n'y avait même pas de filles au concert, cet univers s'est fait comme ça. Et d'ailleurs, on peut pas dire qu'aujourd'hui ce soit non plus la folie des filles qui font du rap, hein, de manière générale. Il n'y a pas qu'en France. Il y a eu Diams, et puis derrière c'est la galère, mais bon, il y a eu Diams il y a 10 ans. Voilà. Donc ça raconte aussi quelque chose de cet univers qui est masculin, c'est comme ça. Mais par contre, à décharge, il est écrit par 2 femmes, réalisé par une femme. Et je pense que ça, pour moi, ça outrepasse toute représentativité à l'écran. Hein. Vraiment, c'est, tu vois. Et puis quand tu faisais des films de femmes, enfin avec des femmes pour... là, voilà, c'est ça. On va finir, en tout cas moi je vais finir sur cette... Et puis si vous avez quelques questions ou des commentaires à faire, Mélodie, je vais arriver. Juste une dernière chose. Pour moi, je me souviens d'assister à la projection d'équipe de Toi, moi, les autres au Max Linder. Et tu arrives, vous aviez tous des t-shirts avec genre Benjamin Sixou, je t'aime, un truc comme ça. Voilà. I love Benjamin, voilà. Et tu prends le micro et tu dis cette chose que j'ai trouvée à la fois très humble et très... Je me suis dit, je crois que je vais l'aimer beaucoup. Et tu dis, je vais essayer, je pense que je vais paraphraser, tu dis, je sais que le film, il a des défauts, mais surtout, il a du cœur. Et je me suis dit, voilà, là, tout de suite, elle va à l'essentiel et je pense que je vais aimer le film, et ça a été le cas. Et je trouve que dans tous tes films, et il y en a que, enfin, je trouve personnellement Une histoire banale, je trouve que c'est un tellement grand film, mais ils ont tous du cœur. Est-ce que c'est pas là le principal même dans ton cinéma? Ça, c'est sûr, puisque comme par exemple j'ai pu dire hier, déjà j'ai besoin d'aimer les personnes que je filme, enfin tout est... Et puis il y a aussi cette notion, malgré tout, hein, ce dont je parlais tout à l'heure, de cette question de vie ou de mort pour faire Regarde-moi, mais je l'ai tout le temps. Et c'est peut-être aussi parce que je suis dans cette urgence-là, systématiquement, de faire des films, que je me tape des montagnes russes, parce que chaque événement ou non-événement me plonge dans une direction ou dans une autre, parce que c'est vital pour moi de faire des films. En fait, j'ai l'impression d'être bâillonnée quand je fais pas de film, mais parce que c'est mon moyen d'expression, c'est une manière que j'ai aussi un peu de vider le trop-plein de ce monde. À un moment où on est là, on réceptionne, on est dans la vie de tous les jours, et puis moi, j'ai cette chance-là d'avoir un réceptacle derrière où je peux, en écrivant, où je peux réinterpréter la réalité, parce que c'est comme ça faire des films. Et du coup, me réparer des trucs, ou alors en exprimer d'autres et m'en libérer, m'en décharger. Franchement, moi, je ne changerais rien. Hein. Je me reprendrais ma tôle avec la canne la première fois pour avoir cette montée ce moment-là, il y a quelques mois, avec ces gars-là. Vraiment, pour rien au monde, je ferais un premier Cannes sans Théo et sans Chandor. Vraiment. Mais vraiment, parce que en fait, je trouve que l'histoire est belle. J'ai vachement de chance. J'ai fait un film, j'avais 22 ans, je sortais de nulle part, et j'en ai fait d'autres. Je vis de ma passion. Alors, ok, je peux pas m'acheter des villas tous les matins, mais je vis de ma passion. Et même si je vais faire des extras dans un bar de temps en temps, je m'en fous, je vis de ma passion. C'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai vu mon père s'en est consumé. Ma mère a fait un métier qu'elle aimait pas, et au final, voilà, moi j'ai vraiment cette chance incroyable. Les films que je veux faire, je les fais, et je les fais comme je veux. Au final, j'ai jamais fait... Si, j'ai vécu une expérience très contrariée avec Toi, moi, les autres, mais en même temps, j'ai voulu me frotter à ça. C'est-à-dire que moi, je sortais d'un premier film, et on va pas se mentir,
tout le monde, après, regarde de moi, tout le cinéma français m'a dit super. Alors ton prochain film en banlieue, et ton prochain film en banlieue, et je dis waouh, c'est génial le cinéma français. En fait, tu fais un truc et surtout, sors plus de cette case plus jamais. Et moi, je voulais pas. J'avais dit ce que j'avais à dire et même sincèrement, je ne savais même pas quoi dire derrière. J'étais partie pour faire un tour du monde cette fois carrément. Là, j'upgrade l'Afrique. Je m'étais dit tout sac à dos. Certainement. Je reviens dans 6 mois, dans 8 mois, j'aurais trouvé un truc. Et là, on vient me chercher pour faire les 10 ans les 20 ans d'Ayam, pardon. Je pars en Égypte avec eux, je fais tout ce documentaire. Et c'est eux qui reviennent me chercher puisqu'on avait fait Regarde-moi ensemble. Et après ça, mon agent me dit, bah voilà, il y a Fidélité, qui est une énorme boîte de production en France, voudrait te rencontrer pour te proposer un projet de comédie musicale. Donc moi, je rigole et je dis, ah, alors là, no way. Alors là, moi, les comédies musicales, je déteste, c'est mort. Elle me dit, bah ouais, sauf que c'est Fidélité. En fait, même pour leur dire c'est mort, t'y vas. Ok. Et en même temps, tout le rendez-vous, je me dis, mais eux, en fait, ils me proposent pas de faire un film en banlieue, pour une fois. Et en plus, je me dis, tu connais rien. Tu connais rien, tu as fait un film mais tu connais rien. Le cinéma, tu le connais pas. Va te confronter, en fait. Vas-y, va te confronter. Et moi, mon école de cinéma, c'est Toi, moi, les autres. Parce que je passe d'un film à 1 million à un film à 5 millions. Je travaille avec plusieurs disciplines, avec la danse, avec le chant. D'un coup, j'ai une énorme équipe. Il y a beaucoup de danseurs qui interviennent sous le film. On est dans les 300 danseurs. C'est des gros trucs, comme des gros tableaux. Et puis, c'est ce qu'on appelle une commande. Eux, ils voulaient une comédie musicale. Eux, ils voulaient cette histoire d'amour. Moi, quand même, j'arrive, je dis, alors les gars, ok, les clichés sur ça, c'est non. Moi, je veux faire Alors, j'ai fait comme d'habitude. Donc, j'ai maté toutes les comédies musicales de l'histoire du cinéma, voilà, en long, large, travers. Et je suis revenue en disant, voilà, quand même, la comédie musicale, comme le film de genre, le film de zombies, par exemple, c'est des films hyper politiques. Et c'était quand même c'était un moyen, à l'époque, de toucher un public large en ayant des propos. Je me magne, c'est ça que tu as en ayant un support grand public, on peut quand même parler au plus grand nombre avec des sujets engagés, etc. Donc moi, je veux faire la même chose. Donc là j'ai vu qu'ils commençaient à paniquer les deux. Ils ont fait, qu'est-ce que tu veux faire nous, on veut faire une histoire d'amour. Je dis, bah, je garde votre histoire d'amour, mais moi, je veux parler des sans-papiers, parce qu'on était en plein dans ça à ce moment-là. Je veux parler de tout ça, des familles qu'on sépare, des enfants qu'on laisse, des mères qu'on renvoie. J'ai envie de parler de ça. Et je veux pas, vous voulez que ça se passe en banlieue. Moi, je vous dis, ça se passera jamais en banlieue, ça se passera dans le 18e à Paris, à Château-Rouge, etc. Donc, ils m'ont dit, bah ok. Sauf que ça s'appelait pas Toi, moi, les autres. Hein. Ça s'appelait Aux armes, etc. Puisque le principe, c'est de reprendre des chansons existantes. Et puis là, quand je dis vraiment, ce film, ça a été une école, une grande leçon. Et c'est un film qui a failli me tuer, hein, pour de vrai. Parce que je me souviendrai toujours de la projection au distributeur la première fois. Et il se lève, il me regarde à la fin de la projo, il me dit, mais toi, tu crois quoi? Qu'on veut aller à Cannes avec ton film? On n'a rien à foutre. Donc il me dit, il faut changer la fin. C'était trop engagé, ça se terminait sur une image d'archive où une dame brûlait les cartes d'identité en carton à l'époque. Voilà. Et c'était une manifestation justement pour la cause des sans-papiers. Il y avait une carte d'identité qui brûlait. Ils m'ont dit, alors ça, c'est no way. Donc on a retourné une fin 6 mois après. Et puis après, on m'a dit, ça peut pas s'appeler Aux armes, etc. Et attention, parce que les distributeurs, des fois, c'est haute voltige. Parce que les gens vont penser que c'est un film de guerre. Ok, c'est sûr, personne ne connaît les chansons de Serge Gainsbourg. C'est une comédie musicale, mais ils penseront que c'est un film de guerre. Why not? Donc ils l'ont appelé Toi, moi, les autres. Ils ont fait une affiche rose ignoble, qui est l'affiche que je n'avais surtout pas choisie et qui 2 semaines après se retrouve dans tout Paris. Et quand je dis que ça a failli me tuer, c'est vraiment... en fait, j'ai terminé à l'hôpital en septicémie. Ils m'ont dit, mais en fait, votre corps est en train de partir en couille, il y a des trucs qui explosent partout, etc. Donc, et sorti de ça, en fait, je me suis dit, ah ouais, c'est ça le cinéma d'industrie. Allez tous vous faire foutre. Je rentrerai jamais, en fait. C'est pas pour moi. Je sais ce que c'est le film de commande, tout ça, je le ferai plus jamais. Et jusqu'à présent, je l'ai plus jamais fait. Mais je me suis servi de ce film, qui reste comme une vraie douleur pour moi. J'ai vachement de mal. Par exemple, dans mon bureau, il y a l'affiche de tous mes films, sauf de celui-là, j'y arrive pas. Trop rose. Bah, trop rose, exactement. Et en fait, il a ce côté grand public qui, avant Suprême, était le seul film comme ça, vraiment, de cet acabit-là. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais
essayer de me reconnecter à pourquoi je veux faire du cinéma. Et j'ai fait 2 choses. À l'époque, il y avait une association qui s'appelait Étoiles Enchantées, qui présentait des films dans les hôpitaux pour enfants. Alors, on va pas se mentir, voilà. Première projection du film, que des enfants en phase terminale. Mais je tiens pas, enfin, je pleure, c'est horrible. Et en fait, je me suis vue trop belle, je suis pas capable de faire ça. Mais ils m'ont dit, on peut te proposer autre chose, on le montre dans les instituts pour enfants handicapés. Et je me suis retrouvée face à des gamins, mais en feu, qui avaient tellement envie, après on a eu un débat génial, qui avaient tellement envie de se raconter, qui posaient tellement plein de questions sur la vie, que j'ai été voir le directeur de l'école et j'ai dit, moi, si vous êtes d'accord, je me porte bénévole et tout ça, pour faire une classe de cinéma toute l'année prochaine. Et donc pendant 1 an, j'y suis allée tous les mardis. Et on a fait je les ai amenés, on a écrit un court-métrage et on réalise le court-métrage, etc. Donc, cette projo, mais la projo de Cannes à côté, c'était rien. Là, j'avais des gamins, mais en feu. On a réalisé le chef-d'œuvre de l'année, en fait, mais de l'histoire du cinéma entier, même. Mais de voir. Par exemple, je me souviendrai toute ma vie, et quand des fois, comme plein de gens, en fait, t'es sur ton plateau et que tout te casse les couilles et que t'as envie de frapper tout le monde. Moi, je reprends juste à ce moment où j'ai filé le clap du film à un petit gamin qui est très, très, très lourdement handicapé et qui a souri. Mais en fait, sa mère m'a dit, ne souris plus depuis tellement longtemps. Et voilà. Et j'ai cette image très forte en moi et je me dis, voilà, souviens-toi quand même que t'as de la chance et qu'en fait, de cette chance, fais-en quelque chose pour le rendre. Et j'ai fait donc un deuxième truc, c'est que j'ai fait la même chose en prison. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire la Taularde. Et que, en fait, pour moi, la Taularde, c'est hyper précieux parce que ça me reconnecte. Et ça me reconnecte à un cinéma que je voulais faire. Entre-temps, il y a eu une histoire banale qui, lui, voilà, et aussi de cet ordre-là. Mais une histoire banale m'a réparé, m'a redonné confiance. Alors que la Taularde m'a remis en tête de pourquoi je voulais faire des films comme ça. C'est-à-dire pour tout le monde. Toi, hier, tu parlais de public. Pour moi, alors que ça a été un vrai problème dans le financement du film, je vois pas pourquoi on pourrait pas prendre Sophie Marceau et la mettre dans une prison pour femmes. Parce que Sophie Marceau, maintenant, elle doit faire que des films d'amour avec Danny Boone et Patrick Bruel. Non, en fait. C'est une comédienne comme une autre et il faut savoir à un moment dépasser tout ça. Enfin, heureusement que les Américains font pas comme nous, ni les Anglais, parce qu'il y a tellement d'acteurs qu'on aurait foutu aux toilettes. On aurait bien tiré la chasse d'eau sur Meryl Streep, par exemple, pour ne citer qu'elle. Ou Al Pacino. Donc, cette envie-là de faire des films pour parler au plus grand nombre, peu importe le sujet, pour moi est tellement importante que voilà. Mais c'est le parcours, comme je disais, ça va avec l'âge sûrement. C'est le parcours qui fait que j'ai appris tout ça en avançant. J'arrive. Allez, 1 ou 2 questions et puis on va libérer la salle, comme on dit. Libérer la salle. Merci de ce moment délicieux. Je voulais juste vous dire quelque chose qui est mon sentiment personnel. Si vous n'étiez pas aussi opiniâtre, si vous n'étiez pas aussi rebelle, et si vous n'aviez pas autant de caractère, et si vous ne refusiez pas de vous laisser formater par le cinéma français, vous n'en seriez pas là. Bravo, madame. Est-ce que quelqu'un... Oui. Bonjour. Du coup, vous nous avez un peu parlé des difficultés que vous avez rencontrées en tant que jeune réalisatrice, en tant que réalisatrice qui vient de la banlieue. Et je me demandais si vous pourriez aussi nous parler du fait d'avoir été du coup une femme, une réalisatrice, surtout que vous avez commencé il y a longtemps et qu'on a un peu évolué depuis. Est-ce que vous avez... ou encore pas trop, mais enfin, en tout cas, j'ose espérer qu'il y a eu du progrès. Mais par rapport à ça, est-ce que vous avez des choses à me raconter ou... Pardon. C'est vrai qu'il n'y a plus qu'un micro. Quelle technique. Alors, ça c'est un truc. Je pense qu'il y a des mythes comme ça qui resteront dans le cinéma et donc dans notre cinéma aussi. Mais la figure comme ça du réalisateur autoritaire qui malmène ses comédiens et qui, parce qu'il les malmène, c'est donc un grand réalisateur, alors qu'en fait, ça ne veut rien dire. On peut tous, si on veut, aboyer sur quelqu'un. C'est pas dit qu'on lui en sorte le meilleur. Mais un mec qui fait ça est un génie. Une fille qui fait ça est une hystérique. Et ça, c'est terrible parce que
pousser un coup de gueule sur son plateau, sincèrement, je gueule quasiment pas. Mais quasiment pas. En fait, sur un plateau, c'est le seul endroit où je suis cool, finalement. Et... C'est ce qu'on regrette. Mais les rares fois où j'ai dû le faire, je savais très bien ce que ça allait déclencher derrière. Et donc, ça y est, t'es une casse-couille, t'es chiante, on peut pas te... ça, c'est très, très, très présent. Et nous, quand on en parle entre nous, entre réalisatrices, ça nous entrave tellement, ça. Parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où on va lever la voix, le moment où on lèvera la voix, on est niqué. Dans le rapport de force, parce que ce n'est que ça, faire des films, dans le rapport de force qu'on a avec chacun, et ben on recule en fait, on descend d'un étage, on recule. Ça y est, on est la chienne enragée, ou je sais pas, mais on n'est plus légitime. Alors que, enfin, c'est vraiment dans le cinéma, même si, alors, ce qui est très paradoxal, parce qu'en France, beaucoup de femmes font des films, notamment de ma génération, on est quand même énormément. Mais comparé à celle d'avant, c'est vrai. Je dirais juste beaucoup. Énormément. Oh non, par rapport aux autres pays, on est beaucoup. C'est-à-dire qu'en Amérique, il n'y en a pas, ou il y en a 3. Et oui, faut dire la vérité. En France, on est quand même pas mal. On n'est pas majoritaire, on n'est pas... Ouais, oui, mais pas énormément. Si tu veux, t'as raison. Non, mais t'as raison. Non, mais bien sûr, il y a des chiffres qui parlent. Ça, Oui. voilà. Oui, mais on fait quand même des films, comparé à d'autres pays, mais on est déjà chanceuse de faire des films. C'est quand même ça qu'on nous raconte tout le temps. Et après, moi, comme je disais aussi, j'ai surtout souffert de l'âge. C'était compliqué de faire entendre que j'avais raison, mais parce qu'on me reprochait que je pouvais en savoir. J'étais tellement jeune que finalement, j'avais certainement pas grand-chose à dire, ou en tout cas, je pouvais pas avoir autant de certitude. Mais donc, moi, ce qui me reste, c'est plus d'avoir souffert de ça. Et aujourd'hui, maintenant, je prends plus conscience de la dimension féminine du problème. Mais ouais, on est toujours habité par ce... ah ouais, donc si là je tape du poing sur la table, ça va être quoi la conséquence de tout ça? Alors qu'encore une fois, les réalisateurs qui envoient chier leurs producteurs, leur équipe technique, leurs comédiens, mais il y en a des kilotonnes, eux font des films tout le temps. Ah, c'est un connard, mais ok, il a du talent. Putain, mais vous... la répute, elle est vite fait, et après ils veulent plus travailler avec vous. En plus, c'est ça le problème, faut ramer derrière. Non, mais elle est complètement folle, elle laisse tomber, elle a des règles trop violentes, je pense. Enfin, c'est comme ça tout le temps, et ça c'est compliqué. Mais ça vient, je pense, voilà, c'est le culte Piala, etc. Donc les hommes sont des génies parce que c'est des figures atroces, mais nous derrière, ils sont déjà bien sympas de nous laisser faire des films. Malgré tout, c'est ça qui reste. Et si je peux me permettre, alors là c'est le membre du collectif qui parle, mais oui, non seulement c'est vrai ce traitement, mais en plus, concrètement, on le voit bien qu'une carrière comme celle d'Audrey est exceptionnelle dans le cinéma français. C'est-à-dire qu'une femme qui a réussi à faire 6 films en 15 ans, c'est exceptionnel. Le nombre de réalisatrices tu parlais tout à l'heure du espèce de taux de transformation, c'est-à-dire entre le premier film et le deuxième film, puis le deuxième film au troisième film. Si on prend ces chiffres pour un homme fait un deuxième film plus vite et a plus de chances de faire un troisième film plus vite qu'une femme. Et si on prend par exemple dans nos grandes réalisatrices, je pense à une femme qui a été présidente du jury ici et qui est Catherine Corsini, elle a fait, je sais pas, peut-être 2 films de plus que toi, mais en 25 ans de carrière. Voilà, les chiffres sont vraiment là pour nous dire qu'il y a encore du boulot. Et comme disait d'ailleurs Catherine il y a quelques années, dans les années 90, on nous disait c'est formidable, vous êtes quand même 20% de femmes, qu'est-ce que ça a de formidable d'être 20% de femmes? Et elle dit malheureusement 25 ans plus tard, on est 25%, donc on a gagné 5%. Et là, on doit être à 27, 28 depuis que ça se bouge un tout petit peu. Et pour avoir, puisque maintenant c'est devenu à la mode, et c'est tant mieux, c'est une mode à laquelle j'adhère, mais c'est quelque chose, une situation sur laquelle nous, ici, on a essayé de travailler. Et pour avoir des sélections paritaires, c'est facile à faire sur le court-métrage, parce qu'il y a un volume de production qui est plus important. Et sur le long métrage, d'avoir une sélection comme on en a une cette année,
en primant, enfin j'espère que vous l'avez ressenti, en primant la qualité et non pas le genre des réalisateurs ou réalisatrices, et d'avoir autant de films réalisés par des femmes, c'est une année exceptionnelle. Et voilà, et il faut quand même le dire. Et qu'elle soit là, qu'elle ait fait autant de films, c'est vraiment la preuve que, enfin, c'est une combattante parce qu'on ne lui a pas facilité le boulot. Et je pense que Suprême, réalisé par un mec, alors il a un meilleur salaire que le mien, mais il a plus d'argent pour le faire aussi, c'est indéniable. C'est-à-dire que moi, ça fait attends, ça fait 6 films, donc moins 2, ça fait 4 films, où je suis payée le même prix depuis mon 2e film. Et un mec, déjà, le prix du 2e film, je pense que c'est son salaire du 1er film. Donc ça, c'est quelque chose qu'on le sait, nous, on sait qu'on est moins bien payé. Donc derrière, faut pas oublier que payer, puis après, il y a 2, 3, 4 ans avant de faire un autre film, donc derrière, c'est dur. On est moins bien payé quand on écrit, ça c'est clair, moins bien payé quand on réalise, et on nous donne moins d'argent. Je pense qu'un mec qui fait Suprême, il a, je pense, facilement au moins 2 ou 3 millions de plus. C'est sûr, mais c'est certain. Du coup, il sortira celui que j'ai tourné avant, à la Folie, et l'autre d'après. On les a déjà vus, donc ça compte voilà, pas. ça compte pas. C'est vrai que je suis à Saint-Jean, la DeLorean, là, pas besoin de décoller. Et après, il faut que je m'y mette, mais ce que j'expliquais hier, c'est compliqué, Suprême, de passer à autre chose. C'est quand même. C'est un gros truc, là. Tant qu'il n'est pas sorti, je pense que j'ai pas fait mon deuil. Après, il va falloir que je fasse vraiment mon deuil. Mais il a j'espère. Ce que j'ai commencé à faire avec la Taularde, et pour moi, Suprême en est aussi une continuité, c'est d'avoir trouvé cet équilibre entre le grand public et le fond. Enfin, voilà, réunir un peu ces choses-là où en France, un film grand public, c'est forcément des comédies potaches, et puis sinon, les films pour les intellos, c'est les films à 2 millions, quoi. En gros, hein, mais je schématise, mais on est quand même dans ça. Et moi, j'aime bien cette idée de milieu, parce qu'on fait des films pour tout le monde, ça je suis d'accord. Et je trouve qu'à chaque fois, je sais que c'est un casse-tête pour un distributeur d'avoir un film qui peut taper aussi large. Mais en fait, moi je trouve que c'est... Moi je suis hyper contente de mon coup, parce que c'est ce que je voulais faire. Et en plus, c'est génial en fait de se dire qu'on peut parler au plus grand nombre. Voilà, on fait des films pour ça, pour que les films soient vus, donc autant qu'ils puissent parler à tout le monde. C'est la base. Et puis voilà, d'avoir et de l'engagement toujours. Je pense que la société le demande d'autant plus. Et en même temps d'y mettre de la qualité. Voilà. C'est un peu... Tapi, il avait les 3 R, moi je vais trouver aussi mon credo pour avancer. Les 3 Audrey. Merci beaucoup à vous d'être venus ce matin pour l'écouter. Elle est ouais, mais c'est tellement passionnant. Et finalement, d'avoir presque tout ramassé sur cette première expérience, ça en dit tellement sur ton parcours que c'est assez extraordinaire. Merci beaucoup. Je compte sur vous pour la projection des courts-métrages tout à l'heure à 14h30. N'oubliez pas de voter pour le prix du public, le mec qui recommence tous les jours. Merci infiniment.